Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois dans une ville très loin d'ici, deux frères qui se nommaient respectivement Cassim et Ali Baba. Leur père étant mort sans rien leur laisser, les deux jeunes gens avaient dû se débrouiller seuls dans la vie. Cassim, l'aîné, avait épousé une femme riche. Il habitait une maison somptueuse et ne manquait jamais de rien. Sa table était sans cesse garnie de mets succulents ainsi que de boissons en abondance. Il passait ses journées mollement vautré sur des coussins de soie, à fumer, à boire et à manger. Le travail lui était totalement étranger. Son écurie abritait de magnifiques chevaux de course. Et ses armoires enfermaient tant et tant d'habits prestigieux que chacun des jours de la semaine, il pouvait se vêtir comme un véritable prince. Ali Baba, en revanche, devait travailler dur pour gagner son pain, car la jeune fille qu'il avait choisie pour femme ne possédait rien. Les époux vivaient dans une misérable cabane et n'avaient qu'un âne pour seule et unique richesse. Aucun des deux, en dépit de cela, ne songeait à se plaindre de son sort, car ils étaient joyeux, honnêtes et courageux et s'aimaient tendrement. Tous les matins, Ali Baba partait avec son âne, coupait du bois dans la forêt et le vendait ensuite à la ville. Le garçon était bien trop fier pour aller mendier l'aide de son frère. Il n'en aurait du reste rien obtenu, car il n'y avait pas plus avare que Cassim. Non, mieux valait encore gagner sa vie à la sueur de son front, se disait Ali Baba. Ainsi, il était libre et il ne devait rien à personne. Ali Baba et sa femme vivaient donc pauvres, mais heureux dans leur petite maison. Plusieurs enfants leur naquirent, sans changer grand-chose à leur vie laborieuse. Isolé dans sa riche demeure, Cassim ne se souciait point d'eux. Il les aurait même oubliés complètement si les deux épouses ne s'étaient rencontrées en ville de temps à autre. Les semaines et les mois passaient ainsi, toujours pareil pour les deux frères et leurs familles. Cassim continuait à paresser dans l'oisiveté et Ali Baba travaillait pour les siens. À force de ne rien faire, l'aîné engraissait et le cadet, à mesure qu'il coupait et coupait du bois, devenait de plus en plus maigre. Un matin, alors que le jeune homme s'était rendu en forêt comme d'habitude, un incident vint rompre le fil tranquille de son existence. Il était en train de fendre des bûches lorsque, dans le lointain, il aperçut une bande de cavaliers. Les sabots de leurs fougueux chevaux martelaient furieusement le sol rocailleux et soulevaient par endroits des nuages de poussière. À cette époque, rencontrer une bande de brigands était chose assez courante. Préférant ne pas exposer son unique richesse, Ali Baba jugea plus prudent de se cacher dans un fourré avec son âne. Là, bien camouflé, il attendit en silence l'arrivée des malandrins. De loin, il en compta une quarantaine. Au moment où ils arrivaient près de l'endroit où Ali Baba se terrait, retenant son souffle, celui qui semblait être le chef de la troupe leva la main et aussitôt tous les hommes s'arrêtèrent pile. Il s'agissait bien de brigands. Ali Baba en était certain maintenant. Leur allure les trahissait sans doute possible. Certains d'entre eux avaient même une vraie tête de fripouille. Prudent, Ali Baba se dissimula encore davantage, en espérant que son âne ne se mettrait pas à braire. Il n'en menait pas large à la vue des armes brandies par les féroces cavaliers. Sa cachette, évidemment, n'était pas des plus confortables, et pour oublier les buissons pleins d'épines qui lui déchiraient la peau et les habits, il essaya de s'imaginer confortablement installé dans sa paisible maison, une bonne pipe à la bouche. Hélas, les brigands ne manifestaient pas l'intention de passer leur chemin. Au contraire, on eût dit qu'ils étaient arrivés au terme de leur chevauchée et que ce coin de forêt constituait le but de leur balade. Ali Baba les voyait maintenant très distinctement. Il les compta sans aucune difficulté. Ils étaient bien 40, mais l'agitation des hommes et le piaffement des chevaux les faisaient paraître encore plus nombreux. De plus en plus anxieux, Ali Baba vit que sur un signe impératif de leur chef, ils descendaient de leur monture, qu'ils attachaient prestement aux arbres. Puis, grognant et jurant, ils se réunirent en un groupe des plus effrayants. Le jeune homme n'y comprenait vraiment rien. Mais à peine avait-il eu le temps de se demander ce que ces hommes venaient faire dans son bois, que le chef se dirigea vers une paroi rocheuse et d'un ton très solennel prononça les mots « Sésame, ouvre-toi » Ébahi, Ali Baba constata que le rocher s'ouvrait, découvrant une vaste grotte. Les brigands, cependant, avaient l'air de trouver ce phénomène parfaitement normal.
car ils suivirent tous leur chef sans la moindre hésitation à l'intérieur de la caverne. Quand le dernier eut disparu, Ali Baba entendit « Sésame, ferme-toi !» Et le rocher reprit son aspect ordinaire. « Si je n'avais vu cela de mes propres yeux, je ne le croirais pas !» grommela Ali Baba. En fait, il brûlait de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur de la caverne et il décida d'attendre que les brigands ressortent pour tenter d'y jeter un coup d'œil lui-même. Mais il ne voyait rien venir et il commençait à s'interroger. Peut-être la grotte possédait-elle une autre issue? La présence des chevaux lui suggérait pourtant de patienter et d'attendre la suite des événements sans se faire remarquer. Le temps lui sembla fort long, mais les bandits réapparurent enfin, moins chargés que précédemment, mais toujours aussi bruyants et affairés. Ils remontèrent tous en selle et tournèrent bride. Ali Baba attendit encore sagement quelques minutes, pour être bien certain que les hommes se soient éloignés. Puis, d'un pas assuré, il se dirigea vers la paroi rocheuse. D'une voix forte, il cria « Sésame, ouvre-toi !» ainsi qu'il avait entendu le faire au chef des brigands, et docilement le lourd rocher s'ouvrit. Ali Baba marqua un petit temps d'hésitation. Allait-il oser entrer? Mais estimant qu'il en avait déjà trop fait pour pouvoir reculer, il pénétra dans la caverne. « Sésame, ferme-toi !» hurla-t-il au rocher, qui s'exécuta à nouveau sans la moindre difficulté. Ali Baba était dans la place. Au bout d'une galerie, le jeune homme découvrit une salle immense. Cette fois encore, il ne put en croire ses yeux et poussa malgré lui un cri d'admiration. De grosses jarres débordantes de pièces d'or et d'argent, ainsi que de bijoux, de perles, de vaisselle et de pierres précieuses emplissaient tout l'espace. De riches objets de cuivre s'y mêlaient et des kilomètres de soieries richement brodées de fils d'or ornaient la muraille. Et tous ces trésors brillaient d'un tel feu qu'Ali Baba fut obligé de fermer les yeux pour ne pas être aveuglé. Jamais il n'avait vu autant de richesses rassemblées en un seul lieu. À toute vitesse, il remplit un sac de pièces d'or, le traîna hors de la grotte et le chargea sur son âne. Il répéta ainsi l'opération plusieurs fois. Puis, il camoufla son chargement sous un gros tas de brindilles et reprit le chemin de son logis. « Te voilà déjà de retour ?» s'étonna sa femme. « Serais-tu malade ?» Mais Ali Baba, d'un geste discret, lui intima le silence. Il amena ensuite l'âne à l'écurie, où il le déchargea délicatement de son fardeau. De saisissement, sa femme en perdit d'abord la parole. « Comment as-tu trouvé tout cela ?» finit-elle par bégayer. « Et combien d'argent cela fait-il ?» Sans attendre la réponse, elle se mit à compter les pièces, mais très vite elle s'en fatigua. Elle décida alors d'aller demander à sa belle-sœur une mesure prévue à cet effet. L'épouse de Cassim, qui était d'une curiosité maladive, voulut évidemment savoir à quelle fin cette mesure était destinée. Comme la femme d'Ali Baba refusait de lui répondre, sa belle-sœur enduisit le fond de la mesure d'un peu de suif. De retour chez elle, l'épouse d'Ali Baba s'empressa de compter toutes les pièces en les regroupant par petits tas. Pendant ce temps, son mari creusait un grand trou dans le jardin afin d'y cacher sa fortune. « Quel bonheur !» jubilait-il. « Me voilà aussi riche que mon frère Cassim maintenant, et même beaucoup plus que lui. En outre, chaque fois que nous aurons tout dépensé, j'irai me resservir à la caverne. » Entre-temps, sa femme avait fini de compter les pièces. Très impressionnée, elle contemplait tous les petits tas. « Eh bien, qu'attends-tu donc ?» s'impatienta Ali Baba. « Va plutôt rapporter la mesure. » Ayant récupéré l'instrument, la femme de Cassim y découvrit une pièce d'or collée dans le suif. Très excitée, elle alla vite tout raconter à son mari. Quelques instants plus tard, Cassim frappait à la porte du logis de son frère. Ali Baba se vit bien obligé de tout lui avouer. Alors, après lui avoir demandé le chemin, Cassim harnacha 10 ânes et se précipita vers la fortune. Dès qu'il eut prononcé les mots-clés « Sésame, ouvre-toi », la paroi rocheuse s'écarta. Hélas, lorsqu'il eut terminé de remplir ses sacs, il s'aperçut avec effroi qu'il avait oublié la formule magique. Il était enfermé dans la grotte. Désespéré, le malheureux Cassim s'assit parmi toutes ces richesses qui ne lui étaient d'aucune aide.
Comme si son malheur n'était pas encore assez grand, il entendit soudain, devant l'entrée de sa prison, retentir des éclats de voix qui ne présageaient certes rien de bon. C'étaient évidemment les voleurs. Ayant remarqué les ânes de Cassim devant la caverne et compris à quoi toutes ces caisses devaient servir, ils étaient bien décidés à punir l'intrus comme il le méritait. Il ne leur fallut pas longtemps pour trouver le coupable. Avant que Cassim ait eu le temps d'ouvrir la bouche, ils le décapitèrent d'un coup de sabre, puis traînèrent son corps sans tête devant l'entrée de la grotte pour décourager tous ceux qui auraient eu la même idée que lui. Cependant, l'épouse de Cassim, dans sa riche demeure, commençait à s'inquiéter sérieusement. De guerre lasse, elle finit par aller demander à son beau-frère de se mettre à la recherche de son époux. Sans rancune, le brave Ali Baba partit immédiatement en direction de la caverne. Il ne se doutait pas de l'horrible spectacle qui l'y attendait. Après avoir fourré les 2 morceaux de son frère dans un sac, il rentra chez lui. Il alla ensuite trouver Morgiane, une fidèle esclave, pour lui demander conseil, car si les voleurs se rendaient compte que c'était lui qui avait fait disparaître le corps décapité de son frère, il se vengerait certainement. Morgiane lui suggéra d'aller annoncer la triste nouvelle à sa belle-sœur, mais sans rien dire à personne d'autre. Et elle ajouta « Elle n'aura qu'à prétendre que son mari est gravement malade, je m'occupe du reste. » L'esclave se rendit ensuite chez le pharmacien pour acheter un coûteux remède. « C'est pour mon maître qui est très malade, prétendit-elle, je ne crois pas qu'il passera la nuit. » Et prenant un air d'enterrement, elle rentra ostensiblement chez Cassim. Très vite, tout le voisinage fut mis au courant. Et personne ne s'étonna lorsque l'épouse de Cassim annonça le soir, en pleurant à chaudes larmes, que son cher mari n'était plus. Pendant ce temps, Morgiane s'était rendue chez un cordonnier, appelé Baba Mustapha. Contre une poignée de pièces d'or, ce dernier accepta de suivre la jeune femme, les yeux bandés. Une fois chez ses maîtres, Morgiane lui montra le cadavre décapité et contre une autre poignée de pièces, le cordonnier voulut bien recoudre la tête de Cassim, dont le corps prit ainsi un air plus normal. La fidèle esclave ramena ensuite le cordonnier chez lui en prenant bien soin de lui bander de nouveau les yeux. Cependant, les voleurs s'étaient rendus compte que le cadavre avait disparu en même temps qu'une bonne quantité de leurs richesses. Ils décidèrent aussitôt de mener une enquête. Le premier qui se mit en route arriva dans la ville après le coucher du soleil. Tout se trouvait plongé dans l'obscurité, sauf le petit atelier du cordonnier Baba Mustapha, où une faible lumière brillait encore. « Tu vas t'abîmer les yeux !» lança le voleur au vieil homme. Mais Baba Mustapha se contenta de sourire en proclamant fièrement « Ma vue est parfaite. Hier encore, dans la pénombre, j'ai recousu la tête d'un cadavre avec des poings si petits que personne ne pourra les déceler. » Soudain, très intéressé, le voleur lui demanda « Et où donc as-tu réalisé une telle merveille? J'aimerais bien admirer ton œuvre. » Le filou, en effet, était convaincu de se trouver sur la bonne piste. « Je vous le dirais bien, Seigneur, mais la demoiselle qui est venue me chercher pour faire ce travail m'avait bandé les 2 yeux, » lui rétorqua le cordonnier. Le voleur, sans rien dire, fit teinter sa bourse. « Bien sûr, je pourrais essayer de retrouver l'endroit, » reprit bien vite Baba Mustapha en entendant avec délice sonner les pièces. Tous deux partirent à travers les rues silencieuses. Finalement, après plusieurs hésitations, le cordonnier s'arrêta devant la maison de Cassim. Il saisit prestement la bourse promise avant de s'enfuir sans demander son reste. Le voleur marqua d'une croix la porte indiquée. Puis, il s'en alla retrouver les autres brigands pour leur rendre compte de ses découvertes. Le lendemain matin, Morgiane sortit de bonne heure pour acheter du pain. Immédiatement, elle remarqua la croix sur la porte de l'habitation de Cassim. Bien que n'en comprenant pas le sens, il lui sembla prudent de marquer de la même façon toutes les habitations de la rue. Lorsque quelques heures plus tard les voleurs arrivèrent, ils ne parvinrent évidemment plus à retrouver la maison annoncée. Furieux, ils regagnèrent leur repère. Un deuxième voleur fut envoyé à la ville. Tout comme le premier, il marqua la demeure de Cassim d'une croix.
Mais cette fois encore, l'esclave astucieuse traça un signe identique sur toutes les maisons de la rue et le deuxième voleur entra chez lui tout aussi bredouille que le premier. Dépité, le chef des voleurs décida qu'il valait mieux se charger lui-même de la mission. Quand Baba Mustapha lui eut désigné la demeure de Cassim, il eut bien soin de mémoriser le plan des lieux. Puis, il courut rejoindre ses compagnons et leur expliqua le projet qu'il avait imaginé en chemin. Déguisé en marchand d'huile, il se rendrait à la ville avec tout un cortège d'ânes très lourdement chargés de jarres. Mais les 40 voleurs se seraient d'abord cachés à l'intérieur des récipients. Le voyage serait inconfortable, mais le jeu en valait la chandelle, car le moment venu, il leur serait possible d'agir en nombre et en force et de se venger à coup sûr. Parvenu devant la maison de Cassim, dans laquelle Ali Baba s'était installé après la mort de son frère, le prétendu marchand demanderait asile pour la nuit. Ensuite, une fois leurs hôtes endormis, les brigands sortiraient de leur cachette et tueraient les habitants du logis auquel ils mettraient le feu. C'est ainsi que le soir, le soi-disant marchand d'huile arriva chez Ali Baba. Le brigand n'eut aucune difficulté à convaincre ce dernier de le loger pour la nuit. Les ânes furent confortablement installés à l'écurie, puis Ali Baba invita courtoisement son hôte à partager son repas. Le bandit cependant avait expliqué discrètement à ses hommes que dès qu'il viendrait frapper sur les jarres, il serait temps d'agir. Pendant qu'Ali Baba et le voyageur inconnu devisaient joyeusement dans la salle à manger, autour d'une table bien garnie, l'esclave Morgiane travaillait à la cuisine. Soudain, la flamme de sa lampe à huile s'éteignit. Comme sa réserve se trouvait justement épuisée, elle décida d'aller se servir dans les jarres de leur invité. Elle se rendit à l'écurie et dans le noir, elle heurta par mégarde une des jarres. Immédiatement, le couvercle se souleva et une voix demanda « Qu'est-ce le moment ?» Morgiane sursauta, mais se ressaisit très vite. « Non, pas encore, » répondit-elle calmement, tout en vérifiant de pareille manière le contenu des autres jarres. Partout, elle provoqua une réaction identique, excepté avec le tout dernier chargement qui contenait vraiment de l'huile. Morgiane y remplit sa lampe et se mit à réfléchir tandis qu'elle s'en retournait à la cuisine. Pourquoi donc ce drôle de marchand s'était-il rendu dans la maison de Cassim nanti d'une pareille escorte? Était-ce bien par hasard qu'il s'était ainsi adressé à son maître? L'intelligent esclave était en tout cas sûr d'une chose. Cette histoire ne présageait rien de bon. Son maître, elle le sentait, se trouvait en danger. Hélas, il ne semblait pas s'en rendre compte. Il convenait d'agir avec prudence et de ne pas brusquer les choses. Elle décida tout d'abord de ne pas révéler sa découverte et elle continua de servir Ali Baba et son invité sans rien laisser paraître de son trouble. Mais tout en faisant de constantes allées et venues entre la cuisine et la salle à manger, elle imagina un moyen de se débarrasser des intrus dissimulés dans l'écurie. Elle se rendit une nouvelle fois près d'eux, s'empara de la jarre contenant de l'huile et la rapporta dans la cuisine. Elle plaça alors sur le feu une grande bassine qu'elle emplit d'huile. Après l'avoir fait bouillir, Morgiane l'emporta à l'écurie où, soulevant un à un les pesants couvercles des jarres, elle ébouillanta les 39 voleurs. Peu de temps après, le chef descendit comme prévu. Il frappa sur les jarres afin de prévenir ses hommes, mais rien ne se passa. Et lorsqu'il découvrit leur sort, il prit ses jambes à son cou. Morgiane alors raconta tout à son maître. Celui-ci, pour remercier la fidèle esclave, lui permit d'épouser son fils aîné. Et le temps passa. Mais le chef des voleurs n'avait pas oublié. Désireux de prendre enfin sa revanche, il décida de s'installer sous une fausse identité dans la ville où habitait Ali Baba. Très vite, il se lia d'amitié avec un des fils de celui-ci et parvint de la sorte à se faire inviter une nouvelle fois à sa table. Mais Morgiane, qui avait observé leur hôte attentivement, reconnut très vite en lui le faux marchand d'huile. Elle s'avisa également qu'il avait caché un poignard sous ses habits. Elle annonça alors qu'à la fin du repas, elle exécuterait une danse du sabre. Et tout en dansant, elle réussit à décapiter le chef des voleurs. Elle expliqua ensuite à l'assistance médusée qu'elle venait de débarrasser Ali Baba de son pire ennemi.
Et comme ce dernier, son fils et sa belle-fille étaient les seuls à connaître l'existence de la caverne, leur secret demeura bien gardé et ils connurent l'abondance jusqu'à la fin de leur vie. Igor le Nigo. Ceci est l'histoire d'un jeune garçon stupide et paresseux qui, en plus, ne respectait rien, pas même le tsar, mais finit cependant par être obligé de s'agenouiller devant lui. Aujourd'hui encore, dans toutes les chaumières de Russie, on se raconte à la veillée comment l'amour d'une très belle princesse put accomplir ce miracle. Mais commençons notre récit par le commencement. Il était une fois, dans un petit village d'Ukraine, un vieux paysan qui avait 3 fils. Ses 2 aînés se montraient particulièrement brillants, mais le cadet était complètement idiot. Il était même tellement stupide que tous les villageois s'en gaussaient. Il s'appelait Igor, mais tous l'avaient surnommé Igor le Nigo. Le pauvre Igor ne trouvait pas ce nom très drôle, mais il s'y était tellement habitué qu'il ne se fâchait même plus contre les moqueurs. Un jour, le vieux paysan fit venir ses fils près de lui, car il avait à leur parler. Depuis un certain temps, il sentait ses forces le quitter, et il pensait bien qu'il ne lui resterait plus longtemps à vivre. « Mes chers enfants, commença-t-il, je veux partager équitablement tout ce que je possède entre vous 3. La maison ne posera pas de problème. Vous pourrez continuer à y vivre ensemble. Même si un jour vous vous mariez, elle sera toujours assez grande pour y loger 3 ménages. Il y a aussi le bétail. Il vous suffira de vous en occuper tous 3, ainsi que vous l'avez toujours fait. Et vous vous partagerez entre vous les revenus que vous en tirerez. Enfin, je vous laisse un peu d'argent. 300 roubles, soit 100 roubles pour chacun. Je compte sur vous pour que cette répartition s'effectue sans difficulté. » Lorsque leur père eut fini de parler, les 3 frères approuvèrent d'un signe de la tête. Le partage était équitable et ils étaient décidés à ce que tout se passe bien. Ainsi qu'ils l'avaient prévu, le vieux père mourut quelques jours plus tard, laissant à ses fils ce qu'il avait dit. Au début, peu de choses changèrent pour les 3 frères. Ils habitèrent et ils travaillèrent ensemble comme avant. Puis, les 2 aînés se marièrent. Leurs épouses les suivirent à la ferme et ils y vécurent très heureux tous les 5. Mais un jour, lorsque l'hiver fut là et qu'il n'y eut plus grand-chose à faire, le fils aîné déclara « Écoute, Igor le Nigo, nous allons prendre les 300 roubles pour aller faire des affaires en ville. Avec un peu de chance, nous ramènerons plein d'argent l'année prochaine. Pendant ce temps, tu t'occuperas de la ferme. Nos femmes se chargeront de la maison et toi de tous les travaux. » « Mais je n'ai pas du tout envie de rester ici, » protesta Igor, qui n'était pas seulement idiot, mais aussi paresseux. « Pourquoi devrais-je donc assumer à moi seul toutes les corvées ? Il faut bien que quelqu'un coupe du bois et aille chercher l'eau pour les femmes, » lui expliqua patiemment son frère aîné. « Si tu fais cela pour nous, nous te rapporterons une belle veste rouge. »« Et aussi un chapeau rouge et des bottes rouges ?» demanda Igor, car il avait toujours rêvé d'un ensemble de cette couleur. « Bien sûr !» répondirent ses frères conciliants. « Tu recevras un chapeau et des bottes, mais auparavant, il te faudra faire exactement tout ce que nos femmes te demanderont. » Igor promit volontiers, et les 2 frères partirent pour la ville, tenter de gagner quelque argent. L'hiver fut glacial, et il gela à pierre fendre. Igor s'installa un gros matelas dans la cuisine, au-dessus du poêle en faïence. Comme il y faisait bien chaud. Ainsi, bien douillettement à l'abri, il ne pensa plus du tout à l'eau qu'il fallait aller chercher, ni au bois qu'il lui fallait couper. Jusqu'au matin où les épouses vinrent déposer 2 seaux devant son matelas.
Igor le Nigo, lui dirent-elles, il est grand temps que tu ailles nous puiser de l'eau à la rivière. Il n'y en a plus une seule goutte à la ferme. Je n'en ai pas du tout l'intention, grogna Igor. Il fait affreusement froid dehors et moi je suis bien au chaud ici. Allez-y donc vous-même. Non, Igor, déclara l'une des deux belles-sœurs. L'eau, c'est ton travail. De plus, la rivière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Il te faudra y percer un trou. Et seul un homme fort comme toi peut y arriver. C'est vrai que je suis un costaud, admit Igor. Mais je n'ai vraiment pas envie de sortir par ce froid. Dans ce cas, tu n'auras plus rien à manger, déclarèrent les deux femmes furieuses. Sans eau, nous ne pouvons pas cuisiner. Mais Igor se contenta de hausser les épaules. Heureusement, une des femmes eut alors une idée de génie. Écoute, Igor le Nigo, essaya-t-elle. Si tu ne fais pas ce que nous te demandons, pas de veste rouge, ni de bonnet rouge, ni de bottes rouges. Lorsque nous dirons à nos maris que tu t'es montré paresseux, tu n'auras rien de tout cela. Et tu regretteras ta fainéantise. Le stratagème réussit. Igor se leva péniblement et enfila ses vieilles bottes. Puis, armé d'une pioche, il alla creuser un trou dans la glace. Mais comme il s'apprêtait à emplir son deuxième seau, il aperçut un gros brochet. Se penchant prudemment sur le trou, Igor, d'un geste rapide, parvint à saisir le poisson. « Rejette-moi dans l'eau, espèce de nigo !» s'écria le brochet. De saisissement, le garçon manqua lâcher sa proie. Il avait déjà pêché bien des poissons dans sa vie, mais jamais de brochet parlant. « Et pourquoi devrais-je te lâcher ?» répliqua Igor. « Je préfère te rapporter à la maison pour mon dîner. J'ai même l'impression que je vais me régaler, que tu le veuilles ou non. »« Mais Igor le Nigo !» s'impatienta le poisson. « Tu ne comprends donc pas que je ne suis pas un brochet ordinaire ?»« Oh non ? Tu n'as pas un bon goût quand tu es cuit ?» plaisanta Igor. « Je puis exaucer tous tes souhaits, » poursuivit le brochet, qui commençait à se sentir mal, « à condition évidemment que tu me remettes dans l'eau. » Igor éclata alors de rire en se tapant les cuisses. « Je sais que tout le monde me trouve stupide, » pouffa-t-il. « Ce n'est pas pour rien qu'il me nomme Igor le Nigo, mais je ne suis tout de même pas aussi bête que cela. Non, vraiment, je préfère te manger. » « Si tu me rejettes à l'eau, tu pourras obtenir tout ce que tu voudras, » supplia le brochet désespéré. « Alors, je ne devrais plus rien faire ?» avança Igor tenté. « Non, plus rien !» assura le poisson péremptoire. « Vite, replonge-moi dans l'eau et tu verras. »« Oh, je veux d'abord une preuve, » déclara Igor têtu. « Tu retourneras dans l'eau après. »« Eh bien, vas-y, émets un souhait, » s'impatienta l'infortuné brochet. « Je désirais que ces deux seaux retournent tout seuls à la maison, » risqua timidement Igor. Aussitôt, les deux récipients firent un petit bond et partirent droit en direction de la ferme et sans renverser la moindre goutte d'eau. Tout excité, Igor replongea le brochet dans l'eau. Il voulut ensuite se précipiter derrière les seaux. « Attends, Igor !» lui dit le poisson. « Chaque fois que tu voudras exprimer un souhait, il faudra dire « Brochet de la rivière, exauce ma prière ». Tu pourras t'en souvenir ? » « Oui, oui, » lui promit Igor. « Et un grand merci. » Igor le Nigo suivit les deux seaux en sifflotant. Les villageois, en le voyant, n'en crurent vraiment pas leurs yeux. « Avez-vous vu ? C'est incroyable !» s'exclamait-il. Mais Igor, très satisfait, n'avait pas la moindre intention de leur fournir une explication. Il fila tout droit chez lui, se blottit sur son matelas douillet, au-dessus du poêle, et se rendormit. Quelques jours plus tard, les deux belles-sœurs vinrent prier le fainéant d'aller leur couper du bois. « Je suis trop bien ici, faites-le donc vous-même, » répliqua le garçon. « Mais c'est là ton travail, » protesta l'une des deux femmes. « Et si tu n'y vas pas, tu auras bientôt froid, car le feu va s'éteindre. »
Mais même cette menace ne parvint pas à ébranler le paresseux. Il fallut que les deux épouses lui repartent de la veste rouge et du bonnet rouge et des bottes rouges pour qu'il se décide à se lever en grognant. Mais une fois dehors, il se rappela le brochet et se mit à hurler « Brochet de la rivière, exauce ma prière, que la hache coupe du bois et qu'il s'empile derrière la maison. » Immédiatement, la hache s'envola jusqu'au bois et se mit à débiter un gros tronc d'arbre en fines petites bûches. Les morceaux de bois filèrent ensuite vers la maison pour y former de jolis tas bien nets et bien réguliers. « Et voilà !» s'exclama Igor avec un intense soulagement. Et il retourna vite se glisser sur son matelas au-dessus du poêle. Pendant ce temps, les deux belles-sœurs étaient restées bouche bée. Elles avaient bien entendu parler des sots promeneurs, mais s'étaient persuadées qu'il s'agissait de ragots. Cette fois, quand elles virent ce qui se passait sous leurs propres yeux, elles furent bien obligées d'y croire. Igor le Nigo était-il un peu magicien ? Très discrètement, elles essayèrent de lui tirer les vers du nez, mais le garçon ne se laissa pas faire. « Laissez-moi tranquille, grommela-t-il, je dors. » Un mois passa. Le tas de bûches fut épuisé. De plus, le stock de troncs empilés à l'arrière de la maison était lui aussi entièrement utilisé. Cette fois, il fallait bien aller abattre des arbres dans le bois. C'était là une corvée qui ne plaisait pas du tout à Igor. Mais les deux belles-sœurs savaient désormais comment lui parler pour le décider à travailler. Igor enfila donc ses vieilles bottes, en attendant les bottes rouges promises, et se dirigea vers la grange en soupirant. Il sortit le traîneau, ramassa une hache, une scie et une corde, puis alla s'installer bien commodément dans l'attelage. Il appela ensuite les deux femmes avec autorité. « Voulez-vous bien ouvrir la grille, je vous prie ?» « Idiot !» s'écria l'une d'elles. « Tu as oublié d'atteler les chevaux. »« Pas besoin de chevaux, » répondit Igor. « Ouvrez-moi seulement la grille. » Les deux belles-sœurs haussèrent les épaules devant tant de stupidité, mais sans prendre à la peine de discuter, elles s'exécutèrent. Dès que la grille fut ouverte, Igor prononça la formule magique. « Brochet de la rivière, exauce ma prière, que ce traîneau aille jusqu'au bois. » Immédiatement, le traîneau fila sur la neige, tandis que les deux épouses arrondissaient une fois de plus les yeux de stupéfaction. Pour arriver dans le bois, il fallait d'abord traverser le village. À toute vitesse, le traîneau fonça à travers les rues. Igor ne pensait même pas à dire aux passants de le laisser passer, et si la plupart parvinrent à s'abriter de justesse, quelques-uns furent presque renversés. Certains des villageois lui montraient le poing et d'autres lui jetaient des injures. Mais l'égoïste n'entendait ni ne voyait rien. Et quelques instants plus tard, le traîneau s'arrêta dans le bois. Igor en descendit, tout en criant « Brochet de la rivière, exauce ma prière, abat quelques arbres, charge-les sur le traîneau et puis entoure-les d'une corde. » En un clin d'œil, tous ces ordres furent exécutés. Igor remonta dans le traîneau et retraversa le village aussi vite qu'à la première fois. Mais un groupe de villageois en colère l'y attendait. Ils parvinrent à bloquer le traîneau et à en faire descendre le garçon de force. Comme ils allaient le rouer de coups, ce dernier hurla « Brochet de la rivière, exauce ma prière, que ces gens me lâchent tout de suite !» Sans comprendre ce qui leur arrivait, les villageois eurent l'impression d'être tirés vers l'arrière. De gré ou de force, ils durent abandonner la lutte. Alors Igor remonta dans le traîneau et il rentra chez lui sans se presser. Les jours suivants, on ne parla plus que d'Igor le Nigo dans toutes les chaumières. Tout le monde s'étonnait de sa force mystérieuse. Les villageois étaient même tellement impressionnés qu'ils en oublièrent leur colère. Finalement, l'étrange réputation du fils cadet du vieux paysan parvint jusqu'au tsar. Brûlant de curiosité,
ce dernier voulut à tout prix rencontrer l'étonnant jeune homme et chargea un envoyé d'aller chercher Igor dans son village. Le messager préféra s'adresser au maire. « Le tsar m'a confié une mission, » lui expliqua-t-il. « Connaissez-vous un jeune homme qui se déplace dans un traîneau sans chevaux ?»« Vous parlez sans doute d'Igor le Nigo ?» répondit le maire. « Oui, je le connais, en effet. Il habite avec ses belles-sœurs dans une petite ferme à la sortie du village. » Et le maire indiqua à l'envoyé du tsar la route à suivre. L'envoyé parvint à la maison sans difficulté et frappa à la porte. Une des deux femmes vint lui ouvrir. « Est-ce bien ici qu'habite un jeune homme qui voyage dans un traîneau sans chevaux, un dénommé Igor le Nigo ?» précisa l'envoyé du tsar. « Vous parlez sans doute de moi ?» s'esclaffa Igor sans quitter sa couche ni son poêle. « Allons, Igor, lève-toi et habille-toi !» gronda la jeune femme. « Ce monsieur est envoyé par le tsar. »« Et pourquoi donc devrais-je quitter mon matelas ?» protesta le garçon tout en s'étirant. « Le tsar souhaiterait vous parler, » annonça solennellement le messager à l'inconscient. « Bouf !» fit très irrespectueusement Igor. « Moi, je ne crois pas que j'ai envie d'y parler au tsar. »« Quoi ? Que dites-vous là ?» s'écria l'envoyé, qui n'avait jamais rencontré de jeune homme aussi grossier. « Je ne saurais que faire en présence du tsar, » ajouta Igor, imperturbable. Le messager devint alors tellement enragé qu'il essaya de tirer le garçon de son lit, mais ce dernier contre-attaqua précipitamment. « Brochet de la rivière, exauce ma prière, fais disparaître ce valet. » Et, brusquement, l'envoyé du tsar s'envola pour atterrir, quelques instants plus tard, devant le palais de son maître. À contre-cœur, il se rendit chez celui-ci pour lui avouer l'échec de la mission qui lui avait été confiée. « Votre Majesté, » commença le malheureux, « je ne suis pas arrivé à ramener le jeune homme que vous cherchez. Il m'a tout simplement fait disparaître. »« Comment cela ?» s'exclama le tsar. « Tout le monde affirme qu'il s'agit d'un paysan complètement débile. Essaye encore, il me le faut. » Désespéré, le messager repartit. Il se rendit de nouveau chez le maire pour lui demander conseil. « Parlez-en aux deux belles-sœurs de ce vaurien, » suggéra le maire. « Ce sont des femmes intelligentes, elles sauront comment le persuader. » Le messager s'en alla donc une nouvelle fois frapper à la porte de la ferme. Là, comme prévu, il exposa le problème aux deux femmes. Et, à son profond soulagement, ces dernières connaissaient la solution. Après les avoir écoutées, l'envoyé pénétra dans la cuisine. « Écoute-moi, Igor, » commença le messager. « Tu m'as fait voler et j'ai trouvé la blague très amusante. Mais maintenant, soyons sérieux. Le tsar veut absolument te parler. Montre-toi raisonnable et descends de ce poêle. »« Mais mon vieux, » se fâcha Igor, « je vous avais bien fait comprendre que je n'avais rien à dire à votre tsar. »« Si tu m'accompagnes, » insista le messager, « je lui demanderai qu'on te confectionne une veste, un bonnet et des bottes rouges. »« C'est bon, » consentit le garçon. « Allez dire au tsar que j'arrive. » Cependant, Igor ne faisait toujours pas mine de descendre de son perchoir. Il trouvait qu'il s'était déjà beaucoup trop remué ces derniers temps. Qu'est-ce qui l'empêchait d'aller chez le tsar tout en restant sur son poêle? En plus, il n'aurait pas froid. Il attendit que le messager soit parti, puis il murmura « Brochet de la rivière, exauce ma prière, amène-moi chez le tsar sur mon poêle. » Et, au même instant, un bruit sinistre se fit entendre. Le poêle se mit à bouger lentement, puis décolla enfin du sol. Un peu plus tard, Igor se retrouvait en plein ciel à bord du meuble et il atterrit bientôt dans le jardin du palais. Le tsar, aussitôt averti, se précipita au dehors accompagné de toute sa suite.
Ainsi, jeune homme, dit-il à Igor, vous êtes le galopin qui file à travers le village en renversant tous les gens sur son passage. Encore heureux qu'il n'y ait pas eu de blessés. Oh, protesta Igor en haussant les épaules, il n'avait qu'à se garer plus vite. Et tout en parlant, il se disait à part lui, si ce vieillard continue à me poser des questions stupides, je retourne tout droit chez moi. D'un air de profond ennui, il daigna cependant répondre encore à quelques demandes. Or, par hasard, la jolie fille du tsar regardait justement par une des fenêtres du palais. Elle aperçut le jeune homme, toujours juché sur son poêle, et la désinvolture avec laquelle il osait s'adresser à son père lui plut. Voilà bien le premier qui n'a pas peur de lui, pensa-t-elle. Ravie, elle contempla le visage espiègle de l'audacieux. Et ce fut le coup de foudre. Igor ne savait évidemment pas qu'il était l'objet d'un tel intérêt. Et, à vrai dire, il s'ennuyait comme un rat mort. De plus, l'heure de sa sieste approchait. Il marmonna alors entre ses dents « Brochet la rivière, exauce ma prière, ramène-moi à la maison. » Et, à la stupéfaction du tsar et de sa suite, le poêle s'éleva dans les airs et se remit à voguer en direction du village. Le soir, la princesse dit à son père « Je souhaite épouser le garçon qui vole sur son poêle. » Le tsar en avala tout de travers et il s'affola. « Oh, pas ce nigaud d'Igor tout de même !»« Ah, il s'appelle Igor ?» demanda la princesse. « Quel joli nom !»« Mais ce n'est qu'un simple fils de paysan !» protesta son père inquiet. Car, une fois que sa fille avait une idée en tête, il était bien difficile de l'en faire sortir. « Je ne le trouve pas si simple que cela, » répliqua la jeune fille, « puisqu'il est capable de voler sur un poêle. » Et, du rêve plein les yeux, elle scruta tendrement le ciel, comme si elle espérait y voir revenir son bien-aimé. Le tsar, alors, décida d'employer les grands moyens. Il chargea un messager d'une missive pour le maire du village d'Igor et lui ordonna de partir sur le champ. Après avoir lu la lettre, le maire secoua la tête d'un air préoccupé. Comme il s'agissait d'un ordre du tsar, il ne lui restait plus qu'à obéir. Le lendemain, tout le village se vit invité à un repas de fête. Même Igor daigna se déplacer, car pour cette occasion, le maire lui avait offert un bonnet rouge, une veste rouge et des bottes rouges. Le garçon mangea et but avec plaisir, sans se douter que, sur l'ordre du tsar, son vin contenait un puissant somnifère. Dès qu'il fut endormi, Igor fut enfermé dans un tonneau et jeté à la mer. Lorsqu'il s'éveilla, il se découvrit plongé dans l'obscurité la plus noire. Encore sous l'effet de la drogue, il eut cependant la force de prononcer « Brochet de la rivière, exauce ma prière, allume la lumière !» Aussitôt, le couvercle du tonneau sauta et Igor constata qu'il flottait en plein océan. Dans le lointain, il crut apercevoir une île. Or, c'est précisément sur cette île que le tsar avait envoyé sa fille pour lui changer les idées. Soudain, que vit-elle? Son bien-aimé arrivait vers elle. Des larmes plein les yeux et des sanglots plein la voix, elle s'écria « Oh, Igor, es-tu venu jusqu'ici demander ma main ?» Igor fut fort surpris, car il n'avait jamais vu cette jeune fille. Mais il la trouvait très jolie, et de plus, il ne supportait pas de voir pleurer une femme. Il fut obligé d'acquiescer. « Mais que va encore imaginer le tsar, mon père, pour nous séparer ?» gémit alors la princesse. « Comment? Le tsar est ton père ?» s'exclama Igor d'un air ébahi. « Oh, Nigo, tu ne le savais pas peut-être ?» s'étonna la princesse.
Mais Igor n'apprécia pas du tout que cette jolie fille le traite elle aussi de nigaud, et il supplia « Brochet de la rivière, exauce ma prière, rends-moi intelligent !» Les deux amoureux s'envolèrent ensuite jusqu'au palais. Honteux de sa grossièreté passée, Igor s'agenouilla devant le tsar. Et le soir même, il eut une longue et très sérieuse discussion avec son futur beau-père qui, en fin de compte, le jugea très brillant. Et depuis ce jour, on oublia Igor le Nigaud pour ne plus parler que du prince Igor.